Bonjour à tous. Merci, chère Alice, de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Alors, j'ai fait un petit PowerPoint que je vous présenterai avec simplement quelques images. Je voudrais donc commencer cette présentation en notant qu'il peut sembler assez étonnant que la question de la recherche au musée connaisse aujourd'hui les faveurs de la pensée. La recherche, me semble-t-il, est inscrite au cœur des missions du musée depuis les origines. En effet, si l'on entend par recherche le fait de produire des connaissances, alors il apparaît nettement que chacune des actions menées par les équipes scientifiques d'un musée constitue des actions de recherche à part entière. L'enregistrement des collections, la restauration des œuvres, leur documentation et leur présentation, tout cela suscite la production de nouvelles connaissances. Il en va de même de la préparation des expositions temporaires, qui ont pour vocation de favoriser les découvertes et les redécouvertes, et d'engendrer ainsi de nouveaux savoirs. La programmation du Centre Pompidou le démontre, tout comme celle des institutions représentées aujourd'hui dans cette salle, à commencer par les expositions thématiques conçues ici au musée d'Orsay. Il me semble que l'émergence du problème, si on peut l'appeler problème, de la recherche dans les musées, en France, procède en large mesure du rapprochement assez récent et néanmoins souhaitable, bien entendu, entre les musées et l'université. L'ambiguïté est sans doute largement sémantique. Le mot « recherche » réfère communément à l'université qui se trouve donc être ou paraître l'élément naturel, le biotope du chercheur. Certes, musées et universités diffèrent dans leur façon de produire et de valoriser les connaissances. Évidemment, au musée, la culture de l'objet, c'est-à-dire celle du patrimoine, est nettement dominante. Elle détermine largement les objectifs et la forme de la recherche. Cela apparaît nettement au niveau de la valorisation des connaissances produites. Au musée, cette valorisation se fait largement in presentia, en présence de l'objet, en présence des œuvres, tandis qu'à l'université, à travers ouvrages et colloques, les connaissances peuvent être diffusées in absentia, en l'absence des objets. Bien entendu, ces différences tendent à s'estomper, comme le montre la riche activité discursive organisée par les musées, celle qui nous réunit notamment ici aujourd'hui, et réciproquement, le désir de certains chercheurs, que je qualifierais de chercheurs universitaires pour marquer la différence, de diffuser le savoir à travers le médium exposition. Partant du constat que l'activité du musée est une activité de recherche à part entière, le Musée national d'art moderne se conçoit dans son ensemble comme un grand centre de recherche, pratiquant la recherche à travers les outils heuristiques propres à sa mission de conservation et de valorisation des œuvres, en complémentarité avec le monde universitaire. C'est pourquoi il a souhaité que les projets dits de recherche, c'est-à-dire les projets menés en partenariat avec l'université, ne soient pas gérés par un département recherche regroupant des chercheurs, puisque pour nous, l'ensemble des équipes scientifiques du musée regroupe des chercheurs. Le musée a choisi d'organiser la chose sur un mode transversal, ouvrant à tous les conservateurs la possibilité de mener des projets en lien avec l'université. Le Musée national d'art moderne comprend aussi un centre de ressources, bien connu des chercheurs, ouvert justement à aux chercheurs de tous horizons, la bibliothèque Kandinsky. Ces équipes, à l'instar des équipes de la conservation, jouent un rôle majeur dans le développement des nouveaux projets de recherche et de nouveaux également formats de valorisation des connaissances ainsi produites. J'en viens maintenant à un panorama rapide et incomplet des principaux projets de recherche en cours en partenariat avec l'université, en commençant bien évidemment par ceux qui ont trait à l'étude des collections qui forment le socle de ces différents programmes de recherche. Les grands fonds de la collection font bien évidemment l'objet d'une attention particulière dans la menée de ces objets de ces programmes de recherche. Ainsi, comme l'illustre le dépôt récent... Attendez là, parce qu'il faut simplement que je passe à la prochaine image. Voilà. Comme l'illustre le récent dépôt par Aube Elouette Breton du bureau de son père dans les collections du MNAM, le surréalisme s'affirme comme un terrain de recherche prioritaire.
Un nouveau projet triennal, le surréalisme au regard des galeries, des collectionneurs et des médiateurs, a été lancé en janvier 2016 avec le soutien du LABEX Art H2H, qui réunit notamment les universités Paris 8 et Paris 10, porté par Didier Ottinger. Ce projet s'insère dans un vaste programme autour du surréalisme qui occupe le musée en 2016-2017, rappelant donc que ces projets de recherche avec l'université font partie d'ambitions plus larges autour de sujets spécifiques. Ainsi, nous ouvrirons en septembre une salle en hommage à l'engagement politique d'André Breton à l'occasion du cinquantenaire de sa mort, une exposition Magritte à la fin de l'année, sans oublier une exposition extrêmement expérimentale, si j'ose le mot, sur le groupe Art et Liberté, le surréalisme en Égypte. Cette exposition est accompagnée d'un colloque conçu en partenariat avec l'INHA et avec le soutien du LABEX Création Art Patrimoine et est assortie d'un programme de restauration qui permet d'apporter un volet appliqué à ce programme de recherche très ambitieux. Les fonds récemment acquis concentrent également les efforts des différents conservateurs en lien toujours avec l'université. Ainsi, la collection photographique de Christian Boucret, acquise en 2011, fait actuellement l'objet d'un projet triennal lancé en 2015 intitulé « Photographie sociale et documentaire des années 30 », développé en partenariat avec l'Université de Paris-Ouest. Et une exposition marquera l'aboutissement de ce projet en 2017 en galerie de photographie. Autre exemple très important pour nous, suite à l'acquisition des archives d'Isidore Izou, fondateur du lettrisme, nous avons lancé un vaste projet de recherche triennal autour de cette question du lettrisme, avec le soutien, encore une fois, du LABEX Art H2H. Je mentionne bien entendu, entre parenthèses, le rôle essentiel de ces deux LABEX dont nous sommes membres, le LABEX Création Art Patrimoine d'une part et le LABEX Art H2H, qui nous sont d'un soutien absolument essentiel dans la menée de ces différents projets de recherche. Une salle lettriste a ouvert, marquant l'ouverture du projet de recherche au Centre Pompidou. Pour la première fois dans l'histoire du musée, une salle entière est consacrée à ce mouvement d'avant-garde absolument essentiel du Paris de l'après-guerre. Les archives d'Izou seront traitées et valorisées pendant les 3 ans à venir en vue d'une exposition qui ouvrira en galerie du musée en 2018. La dimension prospective, maintenant, qui est une composante essentielle des collections du Musée national d'art moderne, n'est pas en reste sur le front de la recherche. Marie-Ange Breyer, chef de service design et prospective industriel, vient d'achever un projet triennal de recherche portant sur les objets à comportement et travaille aujourd'hui à un projet, là encore, tout à fait prospectif et impliqué dans les questions technologiques autour des questions de l'impression 3D avec le LABEX Création Art Patrimoine. Cet effort de recherche prospective sera stimulé de façon certaine par l'ouverture au Centre Pompidou d'une galerie prospective qu'on appelle la Galerie Zéro. Gageons qu'elle entraîne également des projets dont la dimension heuristique et la dimension de recherche se concrétisera aussi par l'invention de nouvelles formes d'exposition, l'exposition comme un médium de recherche. Justement, cela me permet de parler d'un format que je considère en tout cas extrêmement innovant et qui est à la frontière de l'exposition, qui est l'université d'été de la bibliothèque Kandinsky, proposant un format expérimental de travail sur les sources. Cette université d'été se tient, comme son nom l'indique, chaque été dans l'espace d'exposition au musée. Elle se présente sous la forme d'une succession d'ateliers de travail exclusivement arrimés aux sources primaires. Elle s'adresse à un public transversal de jeunes historiens, d'anthropologues, de sociologues, d'étudiants conservateurs et d'artistes qui sont conduits à exposer l'état de leurs travaux. Les séances incluent des ateliers d'écriture et des visites de réserves de musées, de dépôts d'archives ou d'ateliers d'artistes. Un journal, dont on voit un exemplaire sur cette diapositive. Je ne sais pas où il faut que je vise. Voilà. Donc vous voyez ici une vue de la seconde université d'été et le journal qui a été produit à la suite de cette université d'été. Je vous rappelle très brièvement les différents sujets qui ont été abordés. En 2014, donc l'image précédente, mais je ne sais pas comment on retourne en arrière, donc je n'essaierai même pas,
avait trait aux 25 ans de l'exposition des magiciens de la Terre. Donc, vous avez vu la grande table de la BK avec les sources primaires. Merci. Avec les sources primaires exposées sous cette grande table vitrine dans l'espace d'exposition à l'occasion de cette exposition qui avait été créée en hommage des magiciens de la Terre, exposant sous forme de papier peint beaucoup des œuvres qui avaient été exposées par Jean-Hubert Martin en 89. En 2015, donc, l'université d'été a porté son attention sur les spoliations d'œuvres d'art par les nazis. Elle a recueilli 61 participants, accueillis plutôt. La première en avait accueilli 53. Et la prochaine édition de l'université d'été ouvre en juillet prochain. Vous êtes évidemment tous conviés. Elle aura trait aux contre-cultures, accompagnant l'exposition Beat Generation qui ouvre chez nous à la fin du mois de juin. Là encore, on essaye de faire en sorte que ces formats expérimentaux soient arrimés à la programmation de notre établissement. Autre type d'action donnant lieu à des activités de recherche, qui nous occupe également beaucoup, la question de la présentation des collections et la mise en place de ce que nous appelons les expositions dossiers à l'étage moderne et bientôt à l'étage contemporain. Cette mise en place nous a poussé à démultiplier le travail de recherche mené sur des pans rarement étudiés des collections. Les expositions dossiers émaillent le parcours de visite moderne. Ce parcours est structuré autour de grands jalons de la collection et il propose une lecture généraliste de l'histoire de l'art. Pour nous, ces expositions dossiers, on en compte actuellement une dizaine dans le parcours de visite, offrent comme des contrepoints ou même des contre-récits à cette lecture, somme toute assez canonique, mais nous l'assumons puisque nous souhaitons la destiner à un public extrêmement large, donc des contrepoints et des récits et des contre-récits à ce grand récit déployé par ailleurs. Ces expositions dossiers, comme vous le voyez, mêlent à la fois œuvres d'art et archives. Les deux premières séquences de 6 mois chacune ont été consacrées à ce que nous appelons les passeurs, donc critiques et historiens d'art ou amateurs éclairés qui, par leur travail d'écriture, ont donné à voir et à comprendre l'art de leur temps. Donc, j'ai réuni dans ces diapositives quelques images de ces expositions dossiers. Précédemment, vous pouviez voir une salle consacrée à Georges Dutuit. Cette salle que vous voyez ici est consacrée à Michel Ragon. Ce qui était évidemment extraordinaire, c'était de constater que l'enchaînement de ces salles rendait hommage à des critiques, à des passeurs bien évidemment décédés, mais également à des passeurs vivants, comme c'était le cas avec Michel Ragon, qui était présent à l'inauguration. Et justement, le fait que Michel Ragon soit encore parmi nous a permis de recueillir dans cette salle, de produire des archives à partir d'entretiens filmés avec lui, ce qui était vraiment extraordinaire. La prochaine séquence, inaugurée en septembre, traitera des politiques de l'art, mais avant d'y passer, je crois que j'avais d'autres images à vous montrer. Pardonnez-moi. De ces expositions dossiers. Donc une salle actuellement exposée au Centre Pompidou consacrée à Robert Lebel, grand exégète de Marcel Duchamp. Une autre salle consacrée à Alain Jouffroy, où vous retrouvez cette grande table vitrine capable d'accueillir énormément de documents. Donc à chaque fois, nous rendions hommage à une dizaine de passeurs. Alain Jouffroy, là encore, était vivant presque jusqu'à l'ouverture de la salle. Et donc, c'était pour nous encore extrêmement émouvant de pouvoir ouvrir cette salle et lui rendre hommage. Laissez-moi vérifier si j'ai d'autres images à vous montrer des expositions dossiers. Voilà, celle-ci encore, où on voit bien l'idée aussi de ces salles qui était de mélanger absolument la dimension documentaire avec la dimension patrimoniale, enfin avec la collection du Musée national d'art moderne, en essayant de montrer à chaque fois, autour des écrits de ces passeurs, les œuvres qu'ils ont commentées ou qu'ils auraient pu, pour être plus précis dans certains cas, commenter. Autre salle dont nous sommes là encore très fiers, puisqu'elle rendait hommage à Hubert Damisch, et elle a ouvert, là encore, en janvier dernier, montrant l'intérêt pluridisciplinaire d'Hubert Damisch, aussi bien pour les arts plastiques que pour l'architecture. Bon, donc je poursuis sans images, puisque le reste de la présentation n'a pas d'image. Pour vous dire simplement que la prochaine séquence d'exposition dossier traitera des politiques de l'art.
Elle traitera à travers des cas d'études tirés des collections un aperçu des pratiques dites engagées durant la période moderne. Nous montrerons par exemple le club ouvrier de Rodchenko, nous ferons une salle, un module de recherche consacré à l'AEAR ou encore au réalisme socialiste à la française. Elle est conçue avec l'aide d'une doctorante qui bénéficie d'un contrat immersion financé par le LABEX Création Art Patrimoine. Les contrats immersion sont à mon sens, contrats extrêmement utiles qui permettent à des doctorants en histoire de l'art de se former au métier de la conservation et au métier du musée. Je saute quelques étapes en parlant des expositions pour mentionner immédiatement 2018, année du bicentenaire de la création du Musée des artistes vivants, année durant laquelle nous aurons le plaisir de mener avec le musée d'Orsay une recherche sur l'histoire des collections de ce musée et d'en témoigner, pour ce qui nous concerne, à travers des expositions dossiers. Je précise aussi que les expositions dossiers s'accompagnent à chaque semestre, à chaque séquence, d'un hors-série des cahiers du MNAM. Ce hors-série est dirigé par le conservateur du MNAM en charge du sujet concerné et donc accompagne chacune de ces séances. Le premier hors-série a été consacré à Georges Dutuit. Le prochain sera consacré à Guédione, qui est actuellement exposé au Centre Pompidou. Et en septembre, sortira un hors-série consacré à André Breton et l'engagement politique. Ces expositions dossiers suscitent un volet de valorisation de connaissances discursifs à travers des conférences et des colloques. Donc, tout cela engage une palette extrêmement variée de modes de valorisation des connaissances. Enfin, troisième grand sujet, évidemment, qui stimule beaucoup les équipes et suscite des projets de recherche, c'est l'histoire de l'institution. Sur cette question, notre établissement est enclin à considérer qu'il ne lui revient pas la tâche d'assumer, d'écrire sa propre histoire. Au contraire, nous préférons encourager des chercheurs à se pencher sur cette histoire. Toutefois, nous avons été à l'initiative, en partenariat avec les universités Paris 8 et Paris Ouest, d'un projet triennal Histoire des expositions, qui est arrivé formellement à terme en 2015, mais qui se poursuit, et qui nous a permis de commencer à constituer un catalogue raisonné de nos expositions à travers la mise en place d'un outil collaboratif sur Internet. À ce jour, environ 2/3 des expositions produites au Centre Pompidou ont fait l'objet de fiches d'exposition. Voilà, je vais juste conclure cette présentation rapide en mentionnant aussi quelque chose que nous cherchons à développer toujours plus, qui est l'accueil de jeunes chercheurs au sein de nos équipes. Donc, pour nous, là encore, les jeunes chercheurs n'arrivent pas comme des éléments étrangers. Notre idée, c'est plutôt de les engager à participer à la vie du musée et notamment aux expositions que nous produisons à travers nos collections ou à travers des œuvres empruntées. J'ai mentionné déjà les contrats immersion que le LABEX Création Art Patrimoine nous permet d'accueillir au Centre Pompidou. Nous souhaitons également mettre en place des contrats de coopération doctorale qui nous permettraient de suivre du début jusqu'à la fin la rédaction d'une thèse doctorale sur un sujet qui concerne immédiatement nos collections, qui concerne aussi de grandes expositions pluridisciplinaires en cours de développement. Évidemment, les musées ne sont pas forcément des établissements bien équipés pour accueillir ce genre de contrat, puisque nous ne sommes pas qualifiés enseignement supérieur. Donc nous devons trouver des moyens de contourner cet handicap, mais il nous semble que la temporalité d'une thèse de doctorat rejoint de façon assez frappante celle, par exemple, d'une grande exposition pluridisciplinaire. Et il nous semble que cette voie mérite d'être explorée. Nous sommes actuellement dans un processus assez poussé d'études pour faire aboutir ce genre de projet. Voilà, je vous remercie beaucoup.